Eh bien bonjour, alors moi je suis Emmanuel Ramy, je suis de la société CapData, je suis DBA depuis à peu près 2002. J'ai commencé essentiellement sur Oracle, SQL Server aussi. Je me suis intéressé à Postgre depuis à peu près 2008 pour un projet j'étais dans une banque et c'était un projet de migration vers une application qui gérait qui utilisait du Postgre. Donc je me suis mis dedans dans le monde libre un petit peu et puis voilà, découverte de Postgre. À l'époque c'était une version, alors je sais même plus si c'était la version 7 ou un truc comme ça, donc c'était un peu moins élaboré que ce qu'on a aujourd'hui. Sur ce que j'ai vu moi au côté Postgre, depuis surtout 2017, j'utilise beaucoup Postgre. On est plutôt dans une version on est avec des fonctionnalités plus sérieuses et plus sympas. Voilà, donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous présenter, c'était le monde de la containerisation. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, à tous, le monde de la containerisation. J'avais écrit quelques articles sur... moi, je fais partie donc, de la société CapData. CapData, on a des articles de blog qu'on présente lorsqu'on a des sujets. On fait des petits articles et puis on propose en fait des idées de présentation sur des sujets. Je m'étais intéressé moi au début à Docker. Ensuite, j'avais présenté Minikube de Kubernetes. Donc voilà, c'est un petit peu j'avais fait un petit peu la comparaison des deux, sans rentrer dans les grands détails, mais voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui est partie Minikube. Alors, il fait... au niveau présentation, donc on va faire la présentation de la containerisation. Je vais vous présenter un petit peu Kubernetes. Vous parlez des prérequis, tout ce qui est prérequis à Kubernetes. La partie installation de Minikube. Et comment déployer après dans Postgre, dans tout cet environnement Minikube. Et on va voir comment exploiter en fait toute la partie liée en fait à Minikube et Kubernetes. Donc, tout d'abord, je vais quand même vous parler de la containerisation, parce qu'avant de parler de Minikube et de parler de Postgre, on va parler de containerisation. Qu'est-ce que c'est que la containerisation? Alors, pour beaucoup, on a tous utilisé plus ou moins les VM. On a tous utilisé la virtualisation. Ça fait des années qu'on utilise ça. La virtualisation, comme on voit, on installe un hyperviseur et derrière, on installe des VM. Donc ça veut dire qu'on déploie des machines avec des OS, il y a une partie réseau, il y a une partie les DLL, les librairies. Donc tout ça, en fait, on va dire qu'on multiplie en fonction du nombre de nos VM, plus évidemment après nos applications. Donc ce qui donne un petit peu un tableau comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre infrastructure, on a l'hyperviseur, et après, on a pour chacune de nos VM le guest operating system, on a notre application A, l'application B, et à chaque fois, on a notre OS qui est déployé sur chacune de nos VM. Donc voilà, on a cette multiplication en fait d'OS qui existe en fonction de nos machines. Donc l'hyperviseur prend en charge une ou plusieurs VM, qui même comporte des couches OS et applicatives. Ainsi, donc, on a N OS déployés en fonction des N VM gérés par l'hyperviseur. Dans la containerisation, c'est un petit peu différent. On a le container, qui est une espèce en fait d'espace qui va gérer des librairies applicatives et la couche application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul OS. C'est-à-dire qu'on a une machine qui gère notre OS. Ensuite, on a un processus, par exemple, j'avais pris l'exemple ici pour Docker, on a un processus qui s'appelle Docker Engine et qui va se charger en fait de communiquer avec les containers. Chaque container Docker contiendra son application embarquée. On va avoir embarqué en fait dans un container non pas en fait toutes les librairies DLL ou librairies Linux. On va avoir vraiment les librairies qui sont essentielles à notre application. Et notre application est pré-compilée. On ne va pas tout embarquer. L'OS de la machine hôte, de son côté, pourra ne contenir qu'un ensemble de packages et de bibliothèques natives. C'est-à-dire qu'en fait, prendre par exemple
dans mon infrastructure, j'ai une machine, j'ai mon OS avec certaines librairies. Je peux très bien avoir dans mes containers d'autres librairies qui me serviront pour mes applications. Donc je n'ai pas une machine qui contient toutes les librairies. J'ai vraiment, en fonction de ce que je veux publier dans mes containers, j'aurai des librairies qui seront à part. C'est vraiment ça. Alors on va voir les avantages de la containerisation. Évidemment, on l'a vu, hein, il n'y a qu'un seul OS qui est maintenu par on va dire par la machine source, celle qui héberge tous mes containers. La simplicité, on va voir qu'on va pouvoir déployer très facilement des containers pré-packagés. La réduction évidemment du temps d'installation. Comme on n'a pas d'OS à installer sur les containers, on s'affranchit de toute cette partie d'installation d'OS qui parfois nous peuvent nous prendre du temps. Même si on peut utiliser des copies de VM assez rapides, mais bon, voilà. On a un gain de place aussi. Notamment, on n'a pas tous ces OS, on n'a pas tout l'OS déployé, donc on a aussi ce gain de place. On a une portabilité, on pense aux images dans Docker, on va pouvoir importer, restaurer des images Docker assez facilement. Donc voilà, on a cette portabilité qui est plutôt pas mal. Et on a une scalabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir déployer nos images, par exemple nos pods sous Kubernetes, et on va pouvoir faire des copies de pods assez facilement. Et on a aussi cette compatibilité. Il faut savoir que la containerisation est prise en charge dans Windows, dans Linux et dans Mac. On va pouvoir mettre en place la containerisation, quel que soit notre OS. Avec Linux, par exemple, on a LXC, pour ceux qui ont déjà utilisé, le Linux Container, et donc qui permet une isolation assez forte de chaque container. On a aussi quelques inconvénients. On a encore quelques soucis de compatibilité sur certaines distribs Linux et Windows, notamment avec le Docker, boot to Docker, mais qui est un peu moins vrai aujourd'hui. On a quand même tendance à avoir de plus en plus notamment de distribs Linux qui prennent en charge la containerisation. L'installation d'une couche pour gérer la containerisation, on installe notre machine avec notre OS, on doit aussi installer ce moteur de container qui doit gérer nos containers. On ne peut pas se passer de ce moteur. L'application doit être container ready. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce qu'on sait si toutes les applications peuvent être containerisées? On pense par exemple à des systèmes de base de données Oracle de plus de 200 Tera. Personnellement, j'ai jamais essayé de containeriser. Voilà. En fonction de la taille, bon, voilà. Attention aussi peut-être aux fuites mémoire. C'est un sujet, je me suis penché dessus, mais j'ai pas vraiment fait de test là-dessus. Comme on a le même OS, on partage la même RAM physique. Propre à la virtualisation, on sait qu'avec la virtualisation, on a le phénomène de ballooning qui peut exister. Est-ce que dans la containerisation, est-ce que c'est possible? Voilà, c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser. Et enfin, partage du même noyau OS. Donc attention, si on a des bugs sur le noyau, attention si on patch, on rend indisponible en fait toute l'infrastructure container. Attention aussi aux virus. Si on a un virus sur notre OS, potentiellement on touche toute l'infrastructure. Toute l'architecture peut être impactée. Donc voilà, c'est les inconvénients qu'on pourra retrouver sur la containerisation. Je vais vous parler un petit peu, ouais. Il y a du jeu. Je vais vous parler de Kubernetes. Kubernetes qui est en fait, comme on va voir, ça va pas vite. Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers. Il est là pour gérer en fait vos containers, faire en sorte que ceux-ci se lancent, se déploient de la façon la plus simple possible en fonction de votre configuration. On va pouvoir déployer, donc gérer nos applications
via une plateforme open source. Kubernetes, c'est une plateforme open source. On a un environnement virtualisé avec hyperviseur qui communique, elle, avec des couches applicatives précompilées. Utilisation de ces couches on-premise ou alors sur du cloud. On va voir tout à l'heure, je vais vous en parler un petit peu plus, on va voir qu'il y a des services, notamment, moi je connais plutôt bien AWS, parce que j'ai passé une certification AWS il y a quelques années, donc voilà, j'ai des connaissances là-dessus. On va voir qu'on est aussi compatible cloud. Les clouders savent proposer en fait des services liés à Kubernetes. Kubernetes prend en charge Docker aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce Docker en fait, qui permet la gestion et l'isolation en fait, de containers. Kubernetes englobe le tout et permet en fait, d'orchestrer le déploiement de Docker. Présentation de Minikube. Alors, qu'est-ce que c'est que Minikube, justement? Parce qu'on va voir que le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est PostgreSQL sous Minikube. Alors, qu'est-ce que c'est Minikube? Minikube, c'est en fait utilise toutes nos fonctionnalités Kubernetes, mais sur un seul nœud, un nœud unique. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, par exemple, sur un poste comme ça, d'avoir tout un écosystème Kubernetes sur un seul PC de bureau. C'est-à-dire qu'on a un seul PC et on va pouvoir déployer en fait une infrastructure Kubernetes, on va dire en one node, comme on pourrait dire en mode rack Oracle. La virtualisation évidemment est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déjà s'assurer que notre PC, que ce soit un PC portable, un PC de bureau, une VM, même dans un cloud, on va s'assurer à ce qu'on puisse virtualiser notre environnement. C'est pour ça qu'on va voir les prérequis. Quels sont les prérequis qu'on a vis-à-vis de ces déploiements? Alors, j'avais fait un article là-dessus justement sur Minikube et je m'étais intéressé sur le déploiement dans un service cloud AWS. Et donc j'avais fait quelques petits comparatifs. Il faut savoir qu'AWS propose deux services distincts vis-à-vis de la containerisation. On a tout d'abord EKS, c'est l'Elastic Kubernetes Services. Donc c'est un service qui est proposé par AWS qui permet de gérer intégralement en fait son infra de Kubernetes et qui permet aussi de s'affranchir de l'utilitaire kubectl. On va voir plus tard qu'est-ce que c'est kubectl, on va voir après avec les exemples. Mais voilà, donc AWS permet vraiment de gérer en fait cette brique et puis de gérer via même l'interface, la console AWS pour ceux qui en ont déjà fait. Voilà, on peut déployer ça assez facilement. Il y a un deuxième service qui existe dans AWS, c'est Fargate. Je ne sais pas si certains connaissent. Notamment permet de configurer des containers sans se soucier du type de serveur. En fait, on a un besoin. De containerisation. On va donner ces besoins en scalabilité. Et AWS, en fait, va nous proposer des EC2, des Elastic Cloud Computing, et en fait, va gérer lui-même toute la partie config, et va nous permettre, en fait, d'avoir vraiment un truc un petit peu clé en main. Un truc, voilà. Donc ça, c'est pour la partie Cloud AWS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais commencé à tester ce système-là. La contrainte avec AWS, c'est qu'il faut des EC2, ce qu'on appelle bare metal. Ce sont des EC2 qui prennent en charge la virtualisation complète. Une EC2 classique, pour ceux qui travaillent sur l'AWS, une EC2 classique, que ce soit même une T3 médium ou T3 micro, par exemple, ne prend pas en charge la virtualisation. On n'a pas toute la couche derrière de Virtu. Donc on est obligé de passer par des VM qui peuvent paraître un petit peu gourmandes, un petit peu lourdes en CPU, en architecture mémoire aussi. Donc évidemment, ça a un coût. Attention à la facturation derrière. Moi, j'avais essayé, quand j'avais fait des tests, j'avais essayé une C5 métal. Donc je crois qu'elle est là. Hop, je ne peux pas aller trop loin.
Voilà, la C5 métal, elle est tout en haut. On est quand même à 4,848 dollars par heure. Donc voilà, attention quand vous faites des tests ou quand vous utilisez ce système dans un clouder, il y a une prise en charge de la facturation qui n'est pas négligeable du tout. Au niveau des prérequis, alors un environnement de virtualisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que notre CPU doit supporter cette virtualisation. Mes exemples là, qui vont suivre vont surtout s'orienter vers du Linux. Les tests que j'ai faits sont surtout vers du Linux. Donc on va déjà interroger via un grep ou un ygrep pour voir VMX pipe SVM dans /prox CPU info. On va interroger nos informations CPU pour savoir est-ce que je suis à même de pouvoir faire de la virtualisation. Donc là, la première commande va nous dire yes, puisque je fais un petit test de si ma première commande me renvoie OK, c'est yes, sinon c'est non. La deuxième commande, le grep-e sur le VMX ou SVM sur prox CPU info va me donner en fait tout un tas d'informations sur mes CPU. Et ça là, je vais voir en fait si je suis prêt à faire de la virtualisation. Donc ça, c'est vraiment le premier prérequis. C'est-à-dire que si votre machine ne permet pas la virtualisation, il va être difficile en fait de partir vers la suite, puisque ma VM n'est pas compatible. On va être obligé d'aller soit se mettre sur une machine bare metal côté cloud, soit une machine voilà, qui prend en charge la virtu. Bon, aujourd'hui, beaucoup de PC de bureau prennent en charge la virtu. Même moi, mon PC, qui n'est pas un foudre de guerre, il prend en charge la virtu. Deuxième prérequis, on l'a vu tout à l'heure dans les présentations, le gestionnaire de containers. Il y en a deux qui sont bien connus. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, il y en a deux bien connus. C'est VirtualBox, pour ceux qui ont déjà utilisé, et KVM. Pour l'exemple qui va suivre, on va utiliser KVM. VirtualBox est assez connu aussi, mais bon, KVM est plutôt pas mal. L'utilisation de KVM, c'est Kernel Linux Virtual Machine. L'installation, c'est via un yum, on va déjà mettre à jour nos dépôts, yum update. On va faire un yum install QEMU KVM. QEMU qui est en fait une fonctionnalité propre à KVM. On va installer toutes les librairies propres à la virtualisation. Donc on pense à libvirt, libguest, virte aussi. Librairie de virtualisation, donc activer et démarrer. Une fois que les installations sont faites, on va les activer et démarrer. Donc pensez aussi à faire avec systemctl, comme ça que lorsque votre machine va redémarrer, en fait, qui redémarre, en fait, qui prenne en charge cette couche virtualisation, qui est essentielle à l'utilisation d'un environnement Kubernetes et avec Minikube. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle HELM. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, HELM, en fait, c'est une petite fonctionnalité qui va vous permettre d'installer des dépôts notamment applicatifs et notamment de PostgreSQL. Et les dépôts bien connus dans HELM, c'est Bitnami. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Bitnami. Voilà, c'est un gestionnaire de dépôt qui permet en fait d'installer via HELM en fait toute la partie Postgre dans un container. Et vous allez voir que c'est assez simple. Il y a deux méthodes. On va parler tout d'abord de la méthode avec HELM. Et après, on va parler d'une autre méthode qui est un peu plus manuelle, qui est faite avec des fichiers YAML. On va y venir après. Donc voilà, vous allez télécharger en fait via un curl la partie HELM. Une fois que vous avez ce fichier SH HELM, vous faites un get HELM SH et là vous téléchargez en fait le binaire propre à HELM. Essentiel aussi, l'outil kubectl. kubectl, vous le retrouverez aussi lorsque vous gérez en fait un cluster complet de Kubernetes. C'est un interpréteur de commandes.
kubectl. C'est un interpréteur de commandes qui va vous permettre en fait de jouer en fait la configuration de votre cluster, que ce soit un cluster Kubernetes complet avec plusieurs nœuds, ou que ce soit un mini-cube sur un nœud unique. kubectl, on va dire que c'est un outil essentiel pour pouvoir lancer, arrêter enfin pas arrêter, mais basculer des pods. Enfin voilà, c'est vraiment un outil essentiel à la gestion en fait de votre Kubernetes et de Minikube. Pareil, on va le télécharger, on va utiliser curl, donc la commande curl moins grand L grand O, pour pouvoir en fait télécharger le binaire kubectl. Afin de vérifier que tout est là, eh bien on va installer, kubectl et HELM sont téléchargés, on va les installer au niveau de notre OS. On va faire un install kubectl, on va mettre ça dans USR local bin. Pareil pour HELM, on va mettre ça dans USR local bin. On va les rendre évidemment exécutables en faisant un chmod 755 ou un chmod plus X, au choix. Et puis on va valider évidemment l'installation de HELM et kubectl. On va faire par exemple un HELM version qui nous renvoie en fait la version en mode JSON. On va par exemple voir la version. On est ici sur une version 3.11.2. Au niveau de la Go version, on est à la 1.18.10. Ça, c'est relative en fait au dépôt dans Git. Pour kubectl, c'est pareil. Hein, kubectl version avec la sortie en mode JSON. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Git version est de la 1.26.2, par exemple, et la Go version est la version 1.19.6. Voilà, on est sur une plateforme Linux 64. Voilà, on a tout un tas d'informations qui... Bon, est-ce que ça nous sert? Bon, voilà, pour avoir toutes les informations en tout cas. On va voir maintenant, une fois qu'on a installé kubectl et HELM, maintenant on va pouvoir passer à l'installation de Minikube. Alors ça va être assez simple aussi hein, pour Minikube. On va télécharger le binaire et l'installer dans le répertoire des binaires. Pareil, hein, c'est curl qui va nous permettre d'aller chercher dans le Google API.com Minikube, le binaire. Une fois qu'on aura téléchargé, on va faire un install Minikube Linux AMD64. Et pareil, on ira le placer par exemple dans USR local bin. On ira placer dedans. Et on ira... alors là, je ne l'ai pas mis, mais je crois que par défaut, il est en exécutable. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire du chmod 755. Il faut savoir que Minikube fonctionne avec un autre compte que root. On va utiliser en fait notre cluster, que l'on soit en Kubernetes ou que l'on soit en Minikube. On va devoir créer un compte spécifique pour gérer notre cluster Minikube. Voilà, on va pouvoir utiliser le user add pour créer notre user. Voilà, on va prendre par exemple notre user va devoir faire partie du groupe Kemu et libvirt. On va définir un password à notre user. On va s'y connecter à notre user, bien vérifier via un ID qu'on est évidemment bien dans les groupes qu'il faut. Et ensuite, au premier lancement, qu'est-ce qui se passe? Au premier lancement, on va faire Minikube, espace start, espace --driver égale kvm2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'initialise mon Minikube pour lui dire prends comme driver celui que j'ai installé avant, c'est-à-dire kvm2. Rappelez-vous, on en avait deux, on peut très bien lui dire utilise VirtualBox. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller chercher en fait toutes les images propres à mon KVM, c'est-à-dire qu'il va s'initialiser et il va aller chercher en fait les images dont il a besoin pour fonctionner. Donc on voit en fait qu'il va aller télécharger tout un tas de trucs, notamment voilà, des Docker Machine Driver. Voilà. À la fin, l'important c'est qu'ils nous disent done, kubectl is now configured to use Minikube. Au deuxième lancement, on n'a pas besoin de lui mettre
driver, on n'a pas besoin de lui spécifier. On a déjà initialisé notre Minikube avec le driver KVM. Donc un simple Minikube start suffit. Et puis là, en fait, il a déjà tout dans son repository en local. Il va juste nous dire, voilà, j'utilise mon image déjà préinstallée. C'est bon, mon Minikube est enabled. Donc je peux l'utiliser. On vérifiera l'état de notre virtualisation. Vir-sh netlist-all. Je vois que tout est à yes, l'auto-start et le persistant, tout est à yes. Donc c'est bon, ma virtu est en place. Ah, je voulais voir le petit truc. kubectl. Vous allez voir que kubectl, on va utiliser pas mal kubectl après pour interroger notre configuration. kubectl get nodes. Ok, j'ai mon node qui s'appelle Minikube et qui est prêt à recevoir ce qu'on appelle des pods. Vous allez voir après. On va déployer Postgre avec HELM. Et vous allez voir que c'est très simple avec HELM. On va utiliser des sources des dépôts Bitnami, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire HELM repo add Bitnami. On va ajouter les dépôts dans HELM de Bitnami. Et ensuite, je fais HELM search repo Postgres, un petit peu comme les dépôts avec DNF côté Red Hat ou APT côté Debian. Vous utilisez les sources.list ou source.list.d pour fixer des nouveaux dépôts. Là, c'est un peu pareil. Que vous allez utiliser en fait les dépôts de Bitnami que vous allez déclarer en fait dans HELM. Et une fois que c'est déclaré, vous faites un HELM search repo Postgre et il vous dit voilà ce que Bitnami propose avec Postgre. Donc il me propose par exemple la version 15.2 de Postgre. Et bien on va l'installer. HELM installe Postgres Bitnami PostgreSQL. Et là il va me déployer en fait tout un tas en me donnant toutes les informations en fait sur qu'est-ce qu'il va faire. Ça va être assez automatique. Repérez bien le export Postgre password. Il va me générer en fait un password automatiquement que je devrais après en fait relever via la commande qui est là, le get secret namespace défaut. On va voir ça après. Si je fais un HELM list, qu'est-ce que je vois? J'ai bien un pod, j'ai bien le Postgres qui est déclaré et qui est dans HELM qui est bien installé. Si je fais un kubectl get déploiement pods svc, qu'est-ce que je vois? J'ai ma couche Kubernetes avec mon service qui écoute sur l'IP 10.96.01 et en plus j'ai mon Postgres qui est déclaré sur le 10.109.83.132. Donc en fait il m'a tout déclaré automatiquement. J'ai mon Postgres qui est prêt. Là c'est la commande, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour récupérer le password parce qu'il m'a généré en fait un nouveau password que je ne connais pas. Je fais un kubectl get secret namespace avec toute la commande. Alors cette commande là c'est celle qui vous a donné en fait l'écran d'avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Le password c'est HVB, voilà, c'est un truc généré. Bon, on va pouvoir utiliser celui-ci. Le password peut être enregistré dans une variable. Voilà, n'hésitez pas à l'enregistrer dans une variable après sous Linux. Par exemple, je veux faire un export pgpass $ et entre parenthèses pour pouvoir pour l'avoir tranquillement dans une variable. Pour m'y connecter, j'utilise kubectl. Je fais un kubectl run Postgres client -rm. Alors la commande peut être un peu barbare, hein, vous allez voir. -rm, -tti, -i, -restart never, moins namespace default. Et en fait, il va aller en fait dans le dépôt à l'intérieur de mon Minikube et il va aller me démarrer un PSQL client pour aller se connecter à mon instance Postgre. Si je fais, donc je suis maintenant dans mon instance Postgre, je fais anti/l+, voilà, j'ai mes bases. Bon, j'ai rien, hein, c'est par défaut, j'ai rien créé. Je fais un select version entre parenthèses. J'ai bien la version 15.2 qui est compilée en Debian. Alors que j'avais ma VM sur lequel j'ai fait mes tests c'est pas une Red Hat, c'est un Rocky Linux. Bon, c'est un fork. Mais
Voilà, ce qui prouve bien en fait que la containerisation est là, puisque mon Postgre est compilé avec GCC en Debian, et pourtant je le lance depuis ma VM qui est une Rocky Linux. Voilà. Minikube crée automatiquement, comme je l'ai dit, un pod dédié pour le client PSQL. On peut le voir avec kubectl getPods, moins petit o wide. Je vois un PostgreSQL client. Il a été créé, il a été initialisé lorsque je lui ai donné la commande juste avant de kubectl run. C'est-à-dire qu'en fait, kubectl c'est chargé de me créer un pod PSQL client pour aller me connecter directement. Après, une fois que je n'utilise plus mon pod, je peux très bien aller supprimer mon PostgreSQL client, mon pod. Je fais un kubectl delete pod PostgreSQL client. Voilà. Je peux très bien aller supprimer cette application qui a été générée automatiquement. Par contre, elle sera recréée si je relance le kubectl run. Elle sera recréée à la volée. Deuxième méthode de déploiement, manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais utiliser des fichiers YAML. YAML, c'est Yet Another Market Language. Ce sont des fichiers qui sont lisibles facilement afin de définir une configuration dans Kubernetes, qui permet de définir une config personnelle. Par exemple, je vais pouvoir mettre des valeurs dans postgresql.conf, créer une base utilisateur, créer un rôle. Je vais aussi pouvoir avoir une portabilité de ma config via des échanges de fichiers YAML. C'est-à-dire qu'en fait, mes fichiers YAML, je peux les copier, les mettre ailleurs et remonter une config très rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je vais créer une configuration d'instance. C'est ce qu'on va appeler une config map, qui est utilisée pour les spécificités de ma configuration d'instance. Ici, par exemple, ma base de données Postgres, je vais créer une base de données qui s'appelle capdb, avec un user capdata, le password passe capdata 2023. Je vais enregistrer dans mon kubectl ces informations. Je vais faire kubectl apply -f pg config map.yaml. Hop, c'est enregistré. Je fais un kubectl get config map. Ok, j'ai ma config pg capdata qui est enregistrée dans mon minikube. Je vais devoir aussi déployer des volumes si je veux que mon instance conserve mes données. Pour ne pas perdre évidemment mes données, je vais devoir configurer un volume et ce qu'on appelle un volume climb. Donc ces volumes seront persistants une fois que j'aurai arrêté mon instance. Dès que je l'aurai redémarré, je vais retrouver en fait toutes mes données. Donc voilà, c'est du fichier YAML classique. J'ai défini par exemple un storage de 8 Go dans data PostgreSQL. Voilà, dans mon PG data classique. Au niveau du volume, pardon, je vais trop vite. Hop. Je vais devoir aussi lui spécifier un volume claim. Et là, je vais lui dire read et write dedans. Et pareil, je vais lui dire, bah, tu me prends 8 Go de volume pour mon instance PostgreSQL. Vérifier mes états, je vais faire un kubectl apply -f pgdata et pgdata pvc. Je vais trop vite. Et enfin, pour vérifier que mes volumes sont bien pris en compte dans mon minikube, je fais kubectl get pv -o wide. Je vois bien mon volume pgdata de 8 Go, RWX, donc je peux écrire, lire et exécuter. Il est retain, c'est-à-dire qu'il est bien retenu comme étant persistant. Et le volume climb également avec son file system attaché. Enfin, le déploiement. Là, je vais carrément déployer mon infrastructure Postgre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais mettre ma base dans var lib PostgreSQL data. Je vais écouter sur le port 5432. Ici, par exemple, je vais déployer 2 réplicas. On peut en déployer plus. Même dans un minikube, on peut mettre 4-5 réplicas si vous voulez. Après, le problème, c'est que c'est sur la même machine. Bon. Vérification des pods. Je fais un kubectl apply -f pg déploiement pour déployer mon cube, mon install de Postgre dans mon minikube. Je fais un kubectl get pods déploiement -o wide et je vois que j'ai mes 2 réplicas de Postgre qui sont installés. Ils écoutent sur le 10.244.0.3 et 10.244.0.4 et ils sont running. Exploitation de Postgre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exploitation? Je vais devoir déclarer ce qu'on appelle un service. Un service pour pouvoir... parce que c'est bien, là, on a déclaré un Postgre avec son réplica, mais il va falloir peut-être y accéder. Y accéder depuis l'extérieur.
Alors, on a deux types de méthodes en fait pour pouvoir y accéder. Soit on va utiliser la méthode qu'on avait utilisée tout à l'heure avec HLEM, avec un kubectl, nanana. Soit la méthode que moi je conseille plutôt pour avoir une portabilité, on va dire, un peu plus facile, utiliser un client PSQL par exemple. Alors on va déclarer un service. Donc le service, c'est je vais publier en fait à l'extérieur mon PostgreSQL pour pouvoir m'y connecter depuis un client PSQL par exemple. Donc j'écoute sur le port 5432 qui est un autre port, et ensuite une fois que je l'aurai que je l'aurai créé, je vais l'appliquer dans kubectl. Je fais un kubectl apply ou un petit f pg service YAML. Je regarde au niveau des services, je fais un kubectl get svc -o wide, et je vois que mon autre port est envoyé, le port 5432 est envoyé vers le port 32581. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en interne, dans mon mini-cube, j'écoute sur le 5432 et je fais un forwarding de port vers l'extérieur sur le 32581. Toutes les connexions venant de l'extérieur d'une application, d'un PSQL, d'une connexion JDBC classique, un dbeaver, un truc comme ça, je vais devoir m'y connecter depuis le 32581. Deux possibilités, bon, comme je disais, pour m'y connecter. Soit j'utilise kubectl avec kubectl exec -it Postgres, je me connecte à un de mes deux réplicas, PSQL -h localhost -u capdata password. Hop, je suis connecté. Si je fais un anti/conf info, je vois que je suis en localhost, puisqu'en fait, j'ai directement lancé la commande via kubectl. Donc je me suis connecté en fait à mon cluster kubectl. La deuxième solution, c'est d'aller prendre l'IP de mon cluster, qui est ici 192.168.39.227, bien la repérer. L'IP, donc bien repérer cette IP. Je télécharge par exemple mon PSQL, un package client Postgre, pour se connecter à mon instance. Je fais un PSQL -h, attention à bien mettre la bonne IP, 192.168.39.227, moins grand U, mon user capdata que j'ai créé dans mon config map d'avant. Le P, je prends plus 5432 évidemment, je prends le 32581. Et je me connecte à ma base capdb que j'aurais définie dans le config map d'avant. Et voilà, je suis connecté à mon instance, compilée en 15.2 sur du Debian. Si je fais un anti/coninfo, je vois que je suis connecté sur ma base capdb, mon user capdata, le host, donc l'IP de mon cluster, et le port 32581. Il sera possible aussi avec Minikube d'exploiter les logs de PostgreSQL. Vous pourrez tout à fait suivre la création de votre pod PostgreSQL. Vous pouvez aussi suivre les messages d'erreur, hein, évidemment, comme sur un PostgreSQL on-premise. Vous avez une installation de Postgre. La log est par exemple par défaut sur var log PostgreSQL. Eh bien, avec kubectl, vous faites un kubectl logs, le nom de votre pod, donc un de nos deux réplicas là qu'on a vu avant. Vous donnez le nom du pod et vous avez en fait tout le log de Postgre qui vous est affiché. Là, par exemple, là j'ai tout mon log sur la création, donc l'initdb qui s'est passé. Je vois que je suis justement en local, en anglais US, en UTF-8. Voilà, il m'a créé mon shared buffer en 128 mégas. Il a tout mis dans varlib PostgreSQL data. Voilà, donc j'ai toutes mes informations là-dessus. Eh bien, c'est place aux questions. Merci beaucoup Emmanuel au fait pour avoir remplacé au pied levé Cédric, donc qui était prévu mais qui a eu un problème de dos et qui ne pouvait pas venir ici. Donc merci, encore un grand merci à Pas de souci. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une petite question à propos du concept de réplica sous Kubernetes.
Réplica, ça veut dire quoi? Deux bases de données avec des systèmes de fichiers différents ou deux instances qui partagent les mêmes fichiers? Et dans ce cas-là, enfin, comment se comporte la base en cas d'accès concurrent? Parce que pour moi, le réplica sur un pod, c'était pas forcément une bonne idée. Donc je sais pas très bien comment tout ça, ça marche. Alors pour moi, sur ce que j'avais testé, évidemment, il y a une base qui est active en lecture-écriture et l'autre qui réplique. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord, donc c'est le réplica qui... Ouais. D'accord, ok. Et la deuxième question, c'était, vous avez parlé de Minikube et des choses du genre micro K8S ou K3S. Est-ce que vous avez testé? Comment ça se comporte par rapport à un Minikube? Le quoi? Micro K8S et K3S, qui sont d'autres, enfin deux autres systèmes standalone pour déployer un Kubernetes. K8S, oui, ça me dit quelque chose. On a un client qui a mis en place K8S. J'ai pas plus d'expérience là-dessus. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de tester, de faire une petite comparaison avec Minikube. Ok. Peut-être que, ouais. Bon. Bonjour et merci pour la présentation. Il y a eu une présentation sur la scalabilité et la portabilité. Est-ce qu'il y a eu des tests sur les performances? Parce qu'à multiplier les couches, est-ce qu'il y a eu une perte au niveau de la lecture de table, d'index, etc.? Alors, moi, j'ai pas effectué de tir de perf dessus. Par contre, ce qui est évidemment essentiel à prendre en charge, c'est que lorsqu'on containerise, c'est d'avoir en fait une machine qui est une bonne bête de course, quoi. Plus puissante que du bar métal. Au moins du bar métal. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sur du cloud. On a vu ce que propose Amazon. C'est au moins du je sais plus combien de CPU. C'est au moins du 512, du 96 gigas, je crois. Je sais plus. Enfin, c'est pas des petites machines. C'est pas, voilà. Donc oui, il faut. Je pense que pour arriver à au même perf qu'un Postgre sur un standalone classique, ouais, il faut. Surtout si on multiplie nos containers, ouais, il faut quand même quelque chose de puissant. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé de Docker à un moment donné, compatibilité Linux, Windows, Mac. Quand on prend une image Docker et qu'on fait tourner sur un Docker Engine, il est important certainement de vérifier la version du Docker Engine ou je ne sais pas du tout comment ça marche. Si vous montez de version, s'il faut changer les images ou s'il faut... Alors, sur les tests moi que j'avais fait, le Docker Engine, en tout cas, il est important de prendre en charge l'OS. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un Docker Engine par type d'OS. Donc, attention des fois aux compatibilités. Mais après, la version de Docker Engine, non, c'est pas plus que... Voilà, les images peuvent s'exporter, s'importer. Ouais, ah d'accord, ouais. Ok, merci. Oui, j'ai pas bien compris la différence avec Docker. Étonné que ça tourne sur une seule machine. Qu'est-ce qui distingue d'une installation Docker et puis le rapport avec KVM, franchement, j'ai pas vu là. Est-ce que chaque instance qui tourne, c'est une machine au sens KVM ou est-ce que c'est un container au sens Docker? C'est un container. Docker, en fait, le Kubernetes englobe. En fait, c'est lui, il orchestre en fait toute cette fonctionnalité de container. Donc en fait, Docker, il propose des images en fait de containers. Et Kubernetes, il est au-dessus, il l'englobe, il va orchestrer en fait ce déploiement. Et pour KVM, ou que ce soit KVM ou VirtualBox, eux, ils vont gérer en fait la virtualisation. Ce sont des outils en fait complémentaires vis-à-vis de tout l'écosystème architecture en fait Kubernetes. Qu'on soit dans un Minikube ou dans un Kubernetes à plusieurs nœuds, on a besoin en fait de cette couche de virtualisation applicative. C'est essentiel, c'est complémentaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci. Merci. On va passer à la pause. Donc vous avez un café, des jus de fruits, etc. Juste à côté. Une demi-heure, on reprend à 45. Et pour ceux qui veulent prendre un peu l'air, vous pouvez descendre
Et vous passez à gauche, il y a une petite terrasse à l'extérieur si vous voulez aller fumer ou respirer un peu d'air frais. Voilà, à tout à l'heure.